Eh bien, bonjour à tous. Merci à ceux qui sont en direct pour ce webinaire d'Harmonie Mutuelle. Voilà, donc c'est le deuxième webinaire de notre série dans le cadre de la semaine de la QVT qu'on a souhaité chez Harmonie Mutuelle le mois de la QVT parce qu'on s'est dit que la QVT, c'est bien d'en parler une semaine, mais c'est aussi bien d'en parler au moins sur un mois et toute l'année. C'est un peu notre travail. Donc, je suis Jérôme de Crillon, je suis directeur prévention et services pour Harmonie Mutuelle. Et on m'a demandé voilà, de faire l'introduction de ce webinaire. Alors, simplement en quelques mots, je ne sais pas si vous savez qu'Harmonie Mutuelle fait de la prévention depuis un certain nombre d'années, depuis une quinzaine d'années tout particulièrement, et particulièrement en direction des dirigeants et des salariés d'entreprises depuis 8 ans à peu près. Et nous accompagnons aujourd'hui plus de 400 entreprises par an sur leur sujet de conditions de travail, sécurité au travail, santé au travail et conditions de travail. Voilà, ça fait partie de nos métiers. On a aujourd'hui 25 experts prévention sur le territoire national qui permet d'accompagner le dirigeant. Alors, je fais appel à la régie. Je ne sais pas combien vous êtes connectés ce matin. On espère que vous êtes nombreux. Alors, vous pourrez interagir sur le fil de discussion, peut-être juste par un bonjour pour voir que les personnes sont là. N'hésitez pas à le faire. Voilà, ça commence, parfait. Au moins, on sait qu'il y a du monde derrière l'écran. Merci à tous. Voilà, donc vous rappelez en quelques mots hein, ce que fait Harmonie Mutuelle en termes de prévention. Vous êtes pour la plupart, je dirais pour une bonne partie clients Harmonie Mutuelle. Donc vous avez déjà dans vos contrats santé la possibilité de bénéficier d'accompagnement en prévention, qu'il s'agisse de la livraison de médicaments, de l'accompagnement sur le parcours de soins, sur le deuxième avis médical, sur la téléconsultation. Voilà, vous avez déjà des services au titre d'adhérents individuels. Et puis nous avons également voilà, un service dédié qui se rend en milieu du travail, qu'on pourrait assimiler à des consultants. Vous connaissez un peu plus la médecine du travail, l'ANACT, l'ARACT, sachez qu'Harmonie Mutuelle, même si on est voilà, une mutuelle santé et prévoyance au départ, on est également opérateur en santé au travail. Voilà, donc je vais peut-être passer la parole aux personnes qui sont autour de la table. Et puis honneur aux dames. On va laisser la parole alors peut-être ou Samuel, Chantal, je ne vous vois plus. On va laisser le tour de table. Si ça y est, Chantal, vous êtes revenu. Eh ben, on va je vais laisser présenter Chantal. Bonjour à tous. Oui, donc je m'appelle Chantal Audet. Vous allez reconnaître que j'ai un petit accent du Québec. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis en France et donc je suis consultante, coach et formatrice en bien-être, performance et changement. J'interviens autant au niveau des individus, donc en termes de coaching individuel, qu'au niveau des organisations. Et donc, j'ai une grande passion pour la santé et le bien-être et c'est ça que je viens partager avec vous aujourd'hui en tant que coach bien-être, mais aussi coach performance mentale. J'ai une certification aussi en coaching de respiration et coaching sportif aussi. Donc voilà, c'est un peu l'ensemble de tout le bagage que je vous amène aujourd'hui. Merci Chantal. Et donc, je vais passer la parole à Samuel. Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Bloch, je suis moniteur de plongée. En ce moment, je me concentre sur un protocole qui aide à la gestion du stress et de ses pathologies par la pratique d'exercices de sophrologie, de méditation effectués en plongée sous-marine. Je suis arrivé à là parce que je suis passé par une phase de dépression, de burn-out dans ma vie. Et c'est à ce titre-là que je viens témoigner aujourd'hui en compagnie de Chantal et d'Harmonie Mutuelle. Très bien. Merci pour ce tour de table rapide. Bienvenue à tous. Et puis, je crois que c'est vous, Chantal, qui commencez. Je vais donc vous laisser la parole. Peut-être... Ouais. Alors peut-être, oui, le cadre, on va quand même rappeler le cadre. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, par défaut, vos micros sont coupés, on est ensemble pour 1 heure.
On aura, grâce à Livestorm, l'envoi d'un replay, donc même les personnes qui se sont inscrites, qui n'ont pas pu participer, le recevront. Et puis, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le fil de discussion. Alors oui, du coup, je vais peut-être, ça je vous l'ai déjà dit. Alors, on est entreprise à mission, je ne sais pas si vous le savez, hein, entreprise mutualiste à mission, avec, je dirais, une raison d'être qu'on a choisie, qu'on partage et qu'on valorise, hein, c'est d'agir sur les facteurs sociaux, environnementaux, économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société. En mobilisant la force des collectifs. C'est aussi pour ça qu'on est très investi sur les sujets de prévention. Voilà, quelques chiffres sur qui nous sommes. Vous voyez qu'on a, voilà, on est la mutuelle de l'Interpro. On a au sein de nos clients beaucoup de secteurs professionnels, qu'il s'agisse de l'industrie, du transport, de l'économie sociale, des services. Voilà, on a la chance de pouvoir aussi accompagner des clients dans différents secteurs professionnels. Voilà. Et ben Chantal, je vous laisse. Alors, on a déjà fait une première présentation. Peut-être on va passer à la suite. Vous aviez rien oublié dans votre CV. Ouais. Oui, voilà. Non, c'est bon. Et oui, on va commencer directement. Voilà, donc petite question pour vous. Vous pouvez utiliser le chat pour répondre. Juste pour faire un petit tour de table. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà fait un burn-out dans votre entourage proche ou au travail, dans votre famille, autour de vous? Donc, indiquez-moi oui si c'est le cas. On va voir s'il y en a combien qui... et si c'est le cas, si vous connaissez vraiment personne qui a fait un burn-out, bravo, tant mieux. Vous êtes dans un environnement quand même qui semble bien. Indiquez-le aussi par un nom. Donc voilà, oui, il y a quand même plusieurs hein, qui ont été touchés de près ou de loin. Ok, Emmanuel n'a pas connu quelqu'un, c'est bien. Donc, on voit que c'est quand même assez commun. Là, évidemment, c'est pas le format sondage, donc, mais on voyait quand même qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent quelqu'un qui a fait un burn-out. Alors, j'espère pour les autres que si vous êtes là, c'est que vous voulez éviter évidemment, soit vous-même de faire un burn-out ou de vous retrouver ou d'être dans un environnement peut-être qui pourrait favoriser le burn-out. On va voir que c'est pas qu'une question d'environnement. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui a fait un burn-out, étiez-vous étonné de l'apprendre à ce moment-là? Donc, mettez A si c'est oui, je ne l'avais pas vu venir, j'étais vraiment étonnée. B, non, les signaux étaient clairs. Et C, ben, un peu étonné peut-être. Il y avait des signes de fatigue et de stress, mais c'est normal après tout. Donc, A, B ou C? Vous pouvez répondre dans le chat. Donc, non, pas surpris, un peu quand même. Ah, quelqu'un qui avait été surpris, Laurence, Catherine, surprise, oui. Super. Donc, on voit qu'il y a un peu de tout. Hein. Des fois, le fait qu'on peut voir des signes de fatigue, de stress, ça garantit pas la personne va faire un burn-out, mais ça peut être des signes avant-coureurs. Mais souvent, on ne le voit pas venir, effectivement, comme plusieurs d'entre vous l'avaient indiqué. Ça peut vous avoir surpris. L'enjeu de voir aussi durant ce webinaire pourquoi on ne le voit pas venir. Il y a souvent dans les phases initiales du processus de burn-out une sorte de déni de la personne même. C'est aussi très proche, en fait, initialement, c'est surtout associé au stress chronique. Donc, les signes de stress chronique ne vont pas amener nécessairement au burn-out, mais c'est la moyenne. Hein, on vit tous finalement avec un certain niveau de stress. Donc, évidemment, on ne peut pas nécessairement le voir venir juste là-dessus. Et c'est comme si c'est quelque chose, un processus qui est progressif, ben, c'est dur de le voir, effectivement. Et Samuel, plus tard, va nous partager son expérience, effectivement, que ben, on peut être dans le déni, on peut trouver une sorte de stratégie pour le cacher, pour ne pas y faire face, jusqu'à temps qu'on n'ait plus le choix de faire face. Voilà. Alors, Pauline qui dit qu'il y a un problème de son. Est-ce que tout le monde m'entend bien déjà? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne m'entend pas du tout? OK, vous m'entendez bien. Parfait. Alors, je continue. Donc, comme c'est un webinaire surtout pour les ressources humaines, les DRH en particulier, on va aller voir un peu ce qui se passe au niveau de cet environnement-là. Donc, d'après vous, quel est le pourcentage de DRH qui se sentent proches de l'épuisement? Est-ce que c'est 33%, 42%, 57% ou 82%? Vous pouvez mettre la lettre associée à la réponse que vous pensez qui est la bonne. La plupart pensent C, 57%.
Donc, ce sera à peu près un petit peu plus qu'une personne sur deux, selon vous. Bon, super. Et donc, ça reflète un peu aussi ce que vous avez mentionné au début. Peut-être, je ne sais pas, vous êtes 30, il y a peut-être un peu moins d'un tiers d'entre vous qui connaissez quelqu'un qui a fait un burn-out. Là, si on se concentre sur les DRH, vous allez voir que, effectivement, oui, Morgane, bravo, c'est toi la gagnante, 82%. Selon un baromètre qui a été publié en mars 2022 par PFIT, 82% des DRH se déclarent proches de l'épuisement. OK, on ne parle pas nécessairement de burn-out à ce moment-là, mais proche de l'épuisement, ça veut dire proche de faire un vrai burn-out ou qui sont dans le processus de faire un burn-out. C'est beaucoup. Et on se rend compte aussi, dans certaines études, que 72% des dirigeants déclarent ne pas avoir la possibilité de s'arrêter si leur médecin leur prescrit un arrêt. Donc, même si on voit qu'on est au bord d'épuisement, même si on voit qu'on est à bout, dans certains postes de dirigeants, quand on est dirigeant, c'est très difficile de s'autoriser à prendre une pause. Beaucoup de gens dépendent de nous, notre entreprise aussi. Donc, pour les DRH, je suppose que vous sentez un peu aussi la même chose. OK, la rubrique de sondage est activée. OK, je ne l'avais pas vue. Ah, d'accord. Merci, Steve. Je n'étais pas familière avec ça. Donc, pour les prochains sondages, on utilisera la rubrique sondage. Super. Donc, quand il y a des études, des organisations qui ont consulté les ressources humaines et les DRH pour voir mais quelle est leur expérience par rapport à l'épuisement, le burn-out, et qu'est-ce qui peut être un peu la cause derrière ça. Et donc, voici un peu dans les mots DRH, ce que les gens disent. Donc, ce qu'on voit, c'est que souvent, on ne se sent pas autorisé à partager le fait qu'on a des difficultés par peur de se faire voir comme incompétent ou être jugé comme incompétent. On se sent obligé d'être disponible à toute heure. On a l'impression que le travail n'est jamais fini, qu'on n'a pas de contrôle sur son agenda. Donc ça, c'est des symptômes qui reviennent souvent. Donc vous voyez, c'est beaucoup dans des ressentis, d'avoir l'impression d'eux. Donc c'est beaucoup dans l'émotionnel, dans comment on perçoit et on interagit avec notre environnement. Il y a aussi cette idée que souvent c'est les plus faibles peut-être qui n'arrivent pas finalement à s'exprimer, à s'autoriser, à faire les bonnes choses ou qui vont s'épuiser, mais en fait non, c'est souvent les personnes les plus impliquées dans leur métier qui sont les premières victimes du burn-out. Impliquées par passion parfois, les gens qui sont perfectionnistes, qui ont une valeur du travail très forte, qui aiment vraiment leur boulot, mais aussi c'est parfois une façon de fuir à travers le travail. De se laisser absorber par le travail pour pas voir que les choses vont pas bien. Et ça peut être aussi parce qu'on manque d'assurance, de compétences, et donc on se retrouve à travailler beaucoup plus. Dans le contexte des ressources humaines, ce qui ressort, c'est que votre environnement et la nature du rôle, surtout du DRH, peut vous amener à être plus à risque de burn-out. Donc, tout le monde, autrement dit, le DRH s'occupe de tous, mais qui s'occupe du DRH? On voit plusieurs dimensions du rôle du DRH qui favorisent un peu ces conditions-là. L'intensité du travail, donc beaucoup de pression temporelle, une charge émotionnelle importante. Non? On gère les humains et leurs problèmes, souvent, et leurs insatisfactions, des changements constants, un roulement de personnel ou un manque de personnel. On a aussi cette sensation de manque de contrôle, donc le DRH étant pris entre la direction et les collaborateurs devant satisfaire tout le monde. Manque de marge de manœuvre entre les différentes réglementations et les contraintes administratives, le sentiment d'être indispensable et donc se retrouver à passer beaucoup de temps sur les tâches administratives et donc pas assez sur les sujets qui intéressent réellement. Donc ça, on arrive à la perte de sens ici. Qui est aussi associé souvent dans les décisions qui doivent être prises à des conflits de valeurs, des conflits éthiques parfois. Et enfin, on parle, l'isolement est aussi un facteur, pas juste pour le DRH, mais pour les dirigeants en général. Et on voit qu'ici à droite, 45% des dirigeants se déclarent se sentir isolés et pas assez entourés à 75%, pour 75% d'entre eux. Donc, c'est lourd, c'est complexe, ça peut être drainant et on se sent tout seul. Bon, mais on va pas s'arrêter là. Là, je vous ai fait un peu un portrait de, oui, c'est un peu normal qu'à un moment donné, on se sente épuisé. Je vais vous partager une petite histoire avant d'aller un peu plus loin sur le burn-out. Parce que c'est une histoire un peu que j'ai vécue l'été passé qui m'a fait comprendre à quel point le mode survie est super puissant.
Parce ce qu'on voit souvent dans les organisations, comme c'est écrit là, on va tenir jusqu'au congé, on veut tenir jusqu'aux vacances, et c'est quand on tombe en congé ou en vacances qu'on s'effondre. On peut même pas profiter de nos vacances, on est trop épuisé. Et c'est surtout qu'on attend les vacances pour pouvoir prendre soin de ça. Et pourquoi on arrive à faire ça? C'est que le mode survie, c'est un peu le mode de fuite, combat, c'est la partie de notre cerveau qui nous aide à se défendre et se protéger. Il est super puissant justement pour assurer notre survie. L'été dernier, j'ai participé à un défi de 400 km en 8 jours. Bon, moi, j'ai pas fait les 400 km sur 8 jours. J'ai fait qu'une partie. J'ai fait 160 km sur 3 jours et demi. Et c'est durant cette expérience-là, donc c'est environ 50 km de course de trail par jour, c'est pendant cette expérience-là que j'ai réalisé à quel point, même si on est épuisé, on peut persévérer. Donc la première journée, évidemment, ça va, on part avec l'enthousiasme, on se donne à fond, on arrive, OK, j'arrive à faire mes 50 km, pas trop mal, mais épuisé à la fin de la journée, évidemment, content d'aller me coucher. Le lendemain, la difficulté de redémarrer, le corps ne veut pas bouger, on n'a pas envie de se remettre en route. Mais bon, j'y suis arrivée quand même à me remettre en route. Et là, je me suis rendu compte qu'au bout de à peu près 15-20 minutes de course, mon corps allait bien. Mon corps a mobilisé toutes les ressources nécessaires. J'avais l'énergie, j'arrivais à bouger normalement. J'avais même l'enthousiasme et la motivation. Et là arrive la pause du midi, on fait une pause. Évidemment, après quelques minutes de pause, le corps dit « OK, c'est fini, on va pouvoir enfin réparer, s'occuper de tous les dommages créés par cette épreuve. » Et là, du coup, quand j'ai voulu repartir après la pause déjeuner, là, je parlais avec les références québécoises, donc déjeuner le midi, beaucoup de difficultés à repartir encore. Le corps était figé, il ne voulait pas se remettre en route, mais une fois encore, après 30 minutes environ de mouvement, à nouveau l'énergie revient, les muscles se mettent en route, le corps mobilise toutes les ressources nécessaires et je continue. Et donc ça, en fait, non seulement le corps arrive à mobiliser les ressources nécessaires parce qu'il se dit, si on doit avancer, ça doit être une question de survie, on va mobiliser ce qu'il faut. Mais en plus, il y avait un sentiment un peu d'euphorie. Dans toutes les ressources mobilisées, il y a un peu ce sentiment que finalement, on n'a plus mal nulle part, le corps nous aide finalement à persévérer. Avec le groupe aussi, il y a un sentiment de puissance, de dire on y arrive, une deuxième journée, et puis une troisième, et donc on a envie, on s'enthousiasme, on a envie de continuer, on se sent hyper puissant. Même si à chaque pause, finalement, on est épuisé. Ce qui m'a aidé durant ce défi-là, finalement, c'est pas juste que le corps en mode survie est capable de mobiliser des ressources, c'est évidemment d'autres facteurs, puis je vais revenir là-dessus plus tard sur ce qui peut vous aider à mieux gérer le stress et donc éviter le burn-out. Mais entre autres, c'était le sens de ce défi-là qui était pour soulever des fonds pour les services de soutien du Centre François Baclès à Caen, donc pour accompagner les gens qui ont cancer. C'était l'aventure humaine aussi, le soutien. J'étais pas toute seule, c'était un groupe de femmes extraordinaires. On a partagé cette aventure humaine-là. Et le fait que c'était une étape à la fois. Se concentrer sur une étape à la fois a vraiment aidé à progresser et à arriver jusqu'au bout du défi. Ceci dit, quand je me suis arrêtée, évidemment, c'est là que mon corps m'a fait comprendre qu'il était temps que je m'arrête. Donc, je vous illustre un peu cette histoire-là pour dire qu'en mode survie, on peut faire des grandes choses, mais pendant qu'on est mobilisé et qu'on fait le travail, derrière, il y a des dommages qui s'accumulent et c'est seulement quand on s'arrête que finalement, on en prend conscience. Donc, attention à ce mode survie qui peut être vraiment grisant, si on peut dire. Alors, j'aimerais vous demander maintenant de compléter la phrase suivante. Les gens font un burn-out parce que... Donc là, je pense que vous pouvez utiliser le chat pour ça. Alors, selon vous, pourquoi les gens font un burn-out? On peut faire dans la rubrique sondage ou pas, Steve? Non, hein, c'est vraiment le chat cette fois-ci. OK. Allez, la charge. Donc, les gens font un burn-out parce que la charge de travail est importante, ils ne savent pas s'arrêter. Est-ce qu'ils ne savent pas ou ils n'osent pas s'arrêter? Une question intéressante. Parce qu'ils sont épuisés, ils veulent tout contrôler, ne savent pas dire non, ne veulent pas que leurs absences se répercutent sur leurs collègues. Ils ont épuisé leurs ressources physiques et émotionnelles, on leur demande toujours plus. Vous voyez, il y en a des raisons. Hein. Pas de prise de recul, pardon.
Voilà. Ben, il y en a plein de raisons, hein. Ils ne savent pas dire non, mais je trouve ça intéressant qu'il y a la question des limites là-dedans. Pas de prise de recul, du mal à mettre des limites, ne savent pas dire non. La question, c'est que parfois on sait, mais pourquoi on n'ose pas? On va aller voir ça. Et je suis vraiment contente de voir que vous mettez pas seulement des causes extérieures. Vous allez voir que oui, la charge de travail, la pression qu'on nous met, peut-être parfois les conflits peuvent alimenter ou favoriser le burn-out, mais c'est beaucoup des choses qui se passent à l'intérieur de nous aussi. Voilà. OK. Alors, c'est quoi le burn-out? Le burn-out ou l'épuisement professionnel, c'est associé à 3 dimensions. Il y a l'épuisement physique, donc j'y arrive plus, mon corps va mal, il est fatigué, j'arrive plus à dormir. Il y a un aspect qui est plus mental, donc une perte d'efficacité, on se sentir nul, donc d'arriver à avoir de plus en plus de mal à faire son travail. Vient avec ça souvent un manque, une perte de confiance dans ses capacités. Ça, je l'ai vu avec certains clients que j'accompagne en coaching, ce sentiment que j'étais confiant dans ce que je faisais avant et je manque de confiance maintenant. Le cynisme aussi, une attitude plus ben, je m'en fiche, ben, c'est pas grave, oh, ben, après tout, ça va passer. Donc là, on peut aller très loin dans la liste de choses qu'on se dit, mais bon, c'est plus la dimension émotionnelle. Donc on voit que le burn-out, c'est pas juste physique, même si on va trop loin, c'est le corps lui-même qui va mettre un stop et il va nous arrêter. Ça affecte le mental, l'émotionnel et le physique. Et là, si on ajoute à tout ça, c'est qu'il y a d'autres choses qui vont alimenter, c'est la culpabilité, souvent qu'on ajoute par-dessus ça, la honte, les peurs qu'on a. Donc, on voit bien qu'on n'y arrive plus, qu'on perd en efficacité et que finalement le moral n'y est plus. Mais en plus, on a honte de se sentir comme ça, ou on se sent coupable par rapport aux autres, ou on a peur de ne pas y arriver, de perdre son travail, ou peu importe. Donc, on ajoute finalement à la dose de stress par tout ça. On dit que le burn-out est plus probable aussi lorsque nous attendons trop de nous-mêmes, nous n'avons jamais l'impression que le travail accompli est suffisant, nous nous sentons inadéquats ou incompétents, nous nous sentons appréciés pour nos efforts, nous voyons imposer des exigences déraisonnables ou nous occupons des fonctions qui ne nous conviennent pas. Donc, à la fois vos compétences, mais aussi une impression que c'est jamais assez, qu'on n'est pas reconnu, qu'on est inadéquat. Là, moi, je résume ça en disant, quand le défi qu'on nous présente, la charge de travail, les attentes qu'on a envers nous ou que nous avons envers nous-mêmes sont beaucoup plus élevées que le soutien, la reconnaissance ou la capacité qu'on a dans le moment, c'est là qu'il y a un déséquilibre, c'est là qu'on s'épuise. Progressivement. Les signes et symptômes, vous en avez partagé quelques-uns, mais bon, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on est de moins en moins efficace, on a du mal à se concentrer, des pertes de mémoire, plus d'erreurs, d'oubli, de moins en moins motivé et insatisfait par rapport à son travail. Physiquement, on est fatigué, on a des maux de tête, problèmes de sommeil, problèmes digestifs, tension musculaire. Bon, on voit, la liste est longue. Au niveau émotionnel, on peut se sentir irritable, plus frustré, moins patient, méfiant envers les autres, on devient de plus en plus négatif. Et on se retrouve souvent à travailler de plus en plus, mais pour en faire de moins en moins, parce qu'on devient de moins en moins efficace. Donc ça, c'est ce qu'on peut remarquer. Mais tout ça, en fait, c'est les signes d'un stress chronique. Quand on est constamment activé ou drivé par notre cerveau de la survie, par le stress, par la peur ou l'envie de toujours vouloir en faire plus, on est constamment en stress. Et donc, le stress chronique est souvent le point de départ d'un long processus vers le burn-out. C'est des étapes progressives, ils ne sont pas irréversibles. C'est pas parce qu'on a entamé le chemin qu'on va se rendre au burn-out. Mais vous allez voir que la plupart d'entre vous, vous êtes sans doute au niveau de la résistance la plupart du temps. Donc, vous êtes en déni, vous êtes habitué au stress chronique, vous vous rendez même plus compte. Et c'est votre mode de fonctionnement. Jusqu'à temps que vous vous retrouviez dans un contexte de vacances où enfin vous décrochez, vous faites je respire, je peux être présent, j'arrive à rigoler, je me prends plus la tête. C'est là qu'on voit qu'on s'était habitué à un stress chronique. La plupart d'entre nous, on se trouve là, c'est la façon de fonctionner de nos organisations, de la société en général, jusqu'à ce qu'on tombe dans le basculement. Donc là, on perd en efficacité et c'est là qu'on se rend compte que plus on travaille, moins on accomplit, on rentre dans un cercle vicieux. Et si on ne fait pas attention à ce moment-là, si on ne prend pas les mesures nécessaires, on va tomber dans ce qu'on appelle le point de rupture, où là, plus rien ne va, on commence vraiment à perdre, à plus être efficace, à oublier des choses importantes, à
bon, etc., jusqu'à l'effondrement où là, c'est le corps lui-même qui dit stop, le cortisol va chuter, qui est l'hormone de stress, et la dopamine non plus, donc on n'a plus envie de rien, ça peut même tomber finalement dans la dépression. Donc là, c'est vraiment un symptôme physique clinique qui va être diagnostiqué, et jusque-là, ben, ce sont ces stress chroniques qui s'accumulent. Donc, un processus continu, je pense qu'il ne faut pas trop s'en faire du fait qu'on est dans les premières cases, mais ce sont des signaux d'alerte et ben, il faut y faire attention. Alors, là, je pense qu'on peut aller... est-ce qu'on a un sondage pour ça? Pour cette partie? Oui, d'accord, parfait. Alors, vous pouvez utiliser l'onglet sondage pour répondre. Quelle est la principale cause d'épuisement professionnel selon vous? Est-ce que c'est la surcharge de travail, les conflits, une mauvaise hygiène de vie, la pression, donc qu'on ressent de performer, les échéanciers, la perte de sens ou de motivation? Bon, ils sont tous sans doute impliqués, mais selon vous, c'est quelle est la principale cause d'épuisement professionnel aujourd'hui dans votre environnement? Alors, est-ce que moi, je peux voir les résultats, Steve? En répondant, Chantal, tu as accès au dépouillement. Ah oui, donc il faut que je réponde aussi. OK. Parfait, là, je vois. Merci. Alors, on voit que pour la plupart d'entre vous, ben, ce qui vient en top, c'est la surcharge de travail et la perte de sens, la pression. Parfait. Donc, c'est intéressant, hein? Effectivement, la surcharge de travail revient souvent. On parle de charge mentale très régulièrement dans les médias. Et on voit que la perte de sens et de motivation aussi. Je pense que Samuel va nous partager un peu aussi son expérience par rapport à ça. Parce que quand on fait des choses qui n'ont plus de sens pour nous, qu'on n'est pas aligné, qu'on ne respecte pas nos valeurs, ben, c'est très difficile de trouver du cœur, hein, de pouvoir être vraiment impliqué dans son travail, mais de façon positive, avec des émotions qui nous nourrissent. Bon, super. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est tout ça, puis rien de tout ça en même temps. C'est-à-dire que ce sont des facteurs qui peuvent être aggravants, évidemment, mais c'est surtout ce qui se passe à l'intérieur de nous qui va déterminer comment on va interagir par rapport à tout ça. Donc, c'est notre rapport au temps, par exemple, plus que la pression temporelle qu'on nous impose. Ça va être notre rapport aux autres et à soi-même. Est-ce qu'on s'autorise à aller écouter nos émotions, à prendre conscience du fait que on n'est pas aligné. C'est notre relation par rapport les exigences qu'on s'impose nous-mêmes, par rapport à notre poste, notre performance. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Et surtout, il y a des choses qui sont un peu inconscientes qui viennent aussi de nos normes collectives. Je vais revenir là-dessus. Alors, mais d'abord, c'est surtout une question aussi de capacité. Parce que quand on parle de surcharge de travail, là, je vous montre une image d'une batterie. C'est souvent une question de est-ce que j'ai la capacité pour faire face? Il y a des gens qui sont hyper occupés, qui ont des agendas remplis, mais qui ne manquent jamais d'énergie, qui sont de bonne humeur et qui fonctionnent très bien. D'autres, on a l'impression qu'ils n'ont presque rien sur la planche. Pourtant, ils sont débordés, fatigués, épuisés et ils n'en peuvent plus. Donc, c'est vraiment une question de regarder est-ce que les demandes qu'on nous impose, pas juste au travail, mais dans nos vies en général, sur différentes dimensions, sont plus grandes que notre capacité du moment et donc notre capacité à recharger nos batteries. Et ces facteurs-là qui vont influencer sur non seulement la demande, mais aussi notre capacité à recharger et nourrir nos batteries, ce sont à la fois des facteurs internes, donc ce qui se passe en nous, nos émotions, notre bien-être physique, nos pensées, est-ce qu'on rumine ou non, et les facteurs externes, évidemment, parce qu'on est dans un environnement qui met beaucoup de pression, qui est très négatif, ça va aussi drainer nos batteries. Alors là, j'aime bien réfléchir en fait à cette notion de batterie, en fait, sous forme de 4 batteries. 4 dimensions, en fait, de votre énergie. Il y a d'abord la partie physique, parce qu'on le ressent, la fatigue dans notre corps. Hein, donc, la dimension physique de votre énergie, ça représente la quantité d'énergie que vous avez. Toutes vos cellules produisent de l'énergie. Mieux vous entraînez votre corps, plus vos cellules vont pouvoir vous donner de l'énergie. Donc, vous voulez avoir plus d'énergie, il faut une certaine forme et santé physique. On va revenir là-dessus. Par contre, la qualité de cette énergie-là dépend de la dimension émotionnelle. Donc, la qualité des émotions que vous entretenez. On sait très bien que si on est dans la joie, si on est dans la gratitude, l'enthousiasme, c'est pas la même qualité d'énergie que si on est frustré, déprimé ou triste. Donc, on peut avoir de l'énergie physique qui est plus ou moins mobilisée. Donc, si on veut qu'elle soit en expansion, cette énergie-là, il faut des émotions davantage
positives qu'on appelle généralement, ou des émotions plus élevées en fréquence, on peut dire. Et on a la dimension mentale qui reflète notre capacité à diriger cette énergie-là, donc soit hyper focalisée, donc ou dispersée, mais bref, notre capacité à canaliser cette énergie-là là où on veut, et plutôt que de la disperser, va faire la différence. Et la dimension spirituelle, on revient à la question de perte de sens et de motivation, c'est-à-dire est-ce que cette énergie-là que je mets, que j'utilise, de tout ce que j'investis est aligné avec quelque chose de plus grand que moi ou avec mes valeurs, donc plus grand que moi, le service par rapport aux autres, une dimension qui est peut-être plus spirituelle, alimente ses valeurs avec ce qui a du sens pour nous. Donc, quand on a les quatre, on a davantage d'énergie. Si on a de l'énergie, on est bien physiquement, on a des bonnes émotions, on arrive à se concentrer sur les bonnes choses et qu'on est aligné, on a plein d'énergie. Par contre, on voit bien que ces dimensions-là peuvent être affectées différemment. Donc, on peut avoir des grandes demandes sur certaines dimensions qui vont finalement drainer une de ces batteries-là ou plusieurs. Et là, c'est là ce qui est intéressant, c'est de dire qu'elles se nourrissent les unes et les autres et peuvent se drainer aussi. Donc, si vous êtes quand vous êtes malade physiquement, vous allez voir que ça a un impact sur vos émotions et votre capacité de vous concentrer. Si vous êtes constamment anxieux, préoccupé au niveau mental, vous avez des tonnes de pensées qui vous trottent dans la tête constamment, ça va nécessairement aussi vous drainer physiquement, voire émotionnellement. Donc, tout est interrelié. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais bon, il y a une façon de... Je vais revenir plus tard, après le témoignage de Samuel tout à l'heure, sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour nourrir et entretenir chacune de ces dimensions-là. Ce qui est important à retenir, c'est que les demandes ou les différentes formes de stress vont drainer chacune des batteries différemment, mais que ce n'est pas nécessairement mauvais le stress. Donc là, je vais vous amener aussi à vous rappeler qu'il y a une juste dose de stress qui est positive. Donc, vos batteries, si elles sont trop stressées, donc si on met trop de demandes sur elles, on va finalement les épuiser. Donc, on sera plus dans les performances, on va aller trop loin, on va être contre-productif, on va être en burn-out. Et si on les sous-utilise, on perd la capacité aussi avec le temps. Et donc, pour votre performance aussi, si vous n'êtes pas suffisamment stimulé, ben, vous n'aurez pas le même... vous ne serez pas capable de mobiliser des ressources. Voilà, j'ai dit, le stress, c'est quand même une capacité de mobiliser de l'énergie, de l'attention et des ressources. Si vous n'êtes pas assez stressé, vous ne mobiliserez rien. Pour les différentes dimensions, c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut les challenger, nos 4 dimensions, pour les entretenir puis avoir plus de capacité. Mais il ne faut pas trop les challenger, il faut surtout nourrir nos batteries derrière. Et là, ça, c'est la partie que je trouve qui est la plus importante de partager avec vous. C'est pourquoi on ne s'autorise pas à faire les pauses nécessaires. Donc, j'ai mis à la surface du iceberg toutes les raisons pour lesquelles toutes les justifications qu'on a souvent. On a trop de travail, il n'y a pas assez de personnel, il y a du roulement, il manque de personnel, il y a des changements constants, il y a plein d'exigences administratives si vous êtes en ressources humaines, mais ça n'en finit plus. Il y a plein de choses qui font à l'extérieur de nous qui vont justifier ou qui vont faire ou qu'on va utiliser comme justification pour ne pas prendre de pause ou ne pas faire les pauses, prendre les pauses dont on a besoin. Comme je disais au début, même les dirigeants eux-mêmes ne s'autorisent pas à prendre les pauses, même quand le médecin le recommande. Pourquoi? C'est parce qu'il y a tout ça en dessous de l'iceberg. C'est une question d'habitude, de pratique, de processus. On est en automatisme la plupart du temps. On ne se pose pas trop de questions, on ne rechange pas trop nos façons de faire. On a surtout les normes culturelles, on a des pratiques collectives en organisation et dans nos sociétés qui vont peut-être être contre-productives, qui vont nous amener à être en stress chronique par défaut. Il y a tout ce qui est le mindset, si on peut dire le mindset de nos croyances. Qu'est-ce qu'on croit par rapport à nous, par rapport aux autres, par rapport aux attentes, qui vont finalement diriger comment on va agir. Et notre sens de l'identité, bon, ça, c'est aller un peu plus profond, mais si on est très fortement identifié à son travail, si on sent que, nous, il faut toujours être là pour les autres, on ne peut pas les laisser tomber, on est dans les croyances à moitié, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte qu'on ne s'autorisera pas à prendre les pauses nécessaires. Et vous allez prendre conscience de tout ça si vous écoutez un peu tous les moments où vous dites « il faut que je fasse ça, je dois faire ça ». Ça, c'est souvent toutes les injonctions, les programmes qu'on a intégrés. Ça nous vient de notre famille, de la société. C'est des choses qu'on sent qu'on n'a pas le choix de faire, mais est-ce qu'on a vraiment choisi? On peut le questionner. Et dans ces injonctions-là, vous allez voir, il y a des choses comme on ne pleure pas, faut que tu sois fort, que tu sois gentil. Ça, c'est des choses que nos parents nous ont appris. On n'a pas arrêté de nous dire, dépêche-toi, fais pas d'erreur, il faut faire plaisir aux autres, travaille bien, tu peux faire mieux.
des choses qu'on a entendues à répétition quand on était jeune qui se sont intégrées en nous et qui font que ben, on roule là-dessus. C'est ça qui va diriger notre quotidien et nos actions. Donc, voilà. C'est une invitation à prendre conscience de ça parce que c'est ça qui dirige au comportement la plupart du temps. Et là, je vais passer la parole à Samuel qui va nous partager son expérience pendant quoi, 5-10 minutes, Samuel, puis après, je vais revenir pour Oui, à partager peu des près. conseils sur comment gérer notre énergie. Bonjour à tous, hein. Comme je vous le disais, actuellement je suis moniteur de plongée, donc tout ce qu'a indiqué Chantal sont des choses et des sensations par lesquelles je suis passé. Moi, mon expérience, là, elle commence à Paris, sur une phase plutôt descendante. À l'époque, je n'avais pas vraiment conscience ni de compréhension d'un quelconque problème ou d'un déni. Je ne faisais pas attention, tout allait bien, ou j'estimais que tout allait bien. Mais au fond de moi-même, je sentais bien que j'étais pas forcément en harmonie avec mes valeurs, mes convictions. Et ça, c'était pas uniquement dans le travail, c'était aussi à titre personnel, auprès de ma famille et auprès de mes proches. Donc pour éviter ça, pour éviter ce genre de conflit, bah, je me suis réfugié dans deux choses, dans le travail et dans l'addiction. Et j'ai consommé l'un et l'autre de manière compulsive. Sauf qu'à un moment, au niveau professionnel, eh ben, j'ai stagné, j'ai pas pu continuer à évoluer et à nouveau, je me retrouve dans ce cycle de ne pas être en harmonie avec mes valeurs et mes envies. Donc les conséquences, elles arrivent assez rapidement, c'est-à-dire que je me renferme, je me replie sur moi-même, je m'isole. Le fait d'avoir des horaires décalés dans mon travail parce que j'étais dans la restauration facilitait les choses. J'étais plus en contact avec mon épouse, avec mon enfant, avec mes amis. Le fait de consommer de la drogue aussi assez régulièrement fait que je me renfermais encore plus. Et très rapidement, en quelques mois, quelques années, il y a eu une perte de communication avec l'entourage qui a abouti, une des premières conséquences, c'était le divorce. Donc à partir de là, je quitte Paris et j'arrive à Bordeaux. Et c'est à Bordeaux que, on va dire que je touche le fond, mais que je trouve en même temps la solution. Comme je vous le disais, j'ai bien conscience que j'ai un problème, mais j'ai pas forcément la compréhension de ces mécanismes. Et en plus, je passe mon temps à dire à mon entourage, mais non, tout va bien, ne vous inquiétez pas, avec cette faculté, comme on l'a entendu, de ne pas vouloir inquiéter les autres et de ne pas vouloir être une charge pour les autres. Donc forcément, ça entraîne un enfermement et un repli de plus en plus fort. D'autant plus qu'à ce moment-là, je n'ai plus de travail, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté, mais j'ai plus de lien social, j'ai plus de personnes vers qui je peux me tourner, j'ai plus d'amis avec qui je peux parler, de personnes en qui j'ai confiance pour exprimer mes doutes, mes appréhensions, et surtout, je n'ai plus aucun projet, j'ai plus de perspective, j'ai plus d'objectifs. Donc, je passe mon temps à rester à la maison avec une seule chose qui me sortait de chez moi, c'est d'aller chercher mon fils à l'école. Quand je dis que c'est la seule chose, c'est pas tout à fait vrai. Il y a vraiment une autre chose qui, comme je le dis, m'a permis de garder la tête hors de l'eau, c'est la plongée sous-marine. Parce que je partais en entraînement toutes les semaines, on sortait tous les week-ends sous le bassin d'Arcachon. Donc il y avait j'avais trouvé quelque chose qui me donnait un engouement. Et vous allez voir tout de suite, hein, au niveau psychique, je ne retournais pas voir de thérapeute parce que je les jugeais inefficaces. Et je vais me tourner vers des groupes de parole qui me permettent d'exprimer à nouveau mes sentiments. Je me mets également à la méditation qui me permet de me reconnecter avec moi-même. Et je me remets au sport, je me remets à courir. Et tous ces univers-là, le partage d'émotions, la méditation, la reconnexion à soi, le sport, ce sont des choses que je retrouve également dans la plongée, mais sans forcément en avoir conscience. Donc rien que le fait d'aller plonger, de me retrouver avec les gens avec qui je plonge, d'être sous l'eau, je me mets dans un état méditatif, j'ai une activité physique et sportive et je remets du lien social. Petit à petit, au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, je me réaligne avec moi-même, avec mes envies. La progression dans l'évolution du parcours de plongeur me donne plusieurs objectifs et j'ai des problèmes financiers et affectifs qui me font prendre conscience qu'il y a un vrai problème et que je dis, bon, là, il faut que je fasse quelque chose. C'est là où j'ai capitulé, en fait. C'est-à-dire, ce terme de capitulation, c'est
ça a été pour moi le moment où j'ai dit j'accepte que j'ai un vrai souci et il faut que j'en parle et il faut que je fasse quelque chose. À partir du moment où j'ai accepté ça, où j'ai fait un constat sur mon état, tout s'est rapidement accéléré. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me battre à essayer de cacher mon état. Je l'ai accepté, j'ai décidé de le traiter et petit à petit, j'ai commencé à avoir des nouveaux projets. J'ai décidé de devenir moniteur de plongée. J'ai organisé des départs au Pays Basque, en Guadeloupe, en Corse pour travailler. J'ai rétabli petit à petit des liens sociaux. Alors, pas toujours avec facilité, mais en tout cas, ils étaient beaucoup plus sains et beaucoup plus francs que ceux que j'avais pendant ma période de down. J'avais toujours des difficultés à exprimer mon mode de fonctionnement et mes mécanismes, mais ça commençait à être plus facile. Et à ce moment-là, j'entends parler du protocole Batismed, en fait, qui est un protocole novateur qui va allier tout ce que j'ai découvert et tout ce qui m'a permis de sortir de cette période-là et de le mettre ensemble, à savoir la plongée sous-marine, les groupes de parole, la méditation et le sport. Et je m'oriente là-dessus. Ça m'a permis d'une part, en me formant, de mettre des mots sur ce que j'ai traversé, de comprendre quelles étaient les solutions et leurs effets, et surtout de les partager. Et aujourd'hui, c'est devenu mon métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai découvert pour me sortir de cet état-là, j'en ai fait mon métier pour le partager et le transmettre aux autres. Voilà pour la phase d'expérience. Ce qu'il faut comprendre dans toute cette phase-là, c'est le ressenti, c'est comment je me sentais. Il y avait énormément de déni, c'est-à-dire cette incapacité à m'avouer à moi-même et encore plus aux autres qu'il y avait un problème. Non, tout va bien. Non, je vais m'en sortir. C'est pas grave, ça va passer. Je me voilais la face pour ne pas affronter mes problèmes et surtout ne pas envisager les solutions. Parce que aller vers une solution de thérapie, de groupe de parole, c'était accepter que j'avais une faiblesse. Donc il fallait que je fuis mon problème en fuyant les autres et en me fuyant moi-même. Donc c'était l'isolement, c'était l'addiction, c'était la fuite dans le travail et cette sensation, un ressenti vraiment d'écrasement, d'oppression et d'étouffer dans ma vie. Pas forcément systématiquement, mais quelque chose de très lancinant et de très ténu et pernicieux. Et comme je vous le disais, hein, je croyais que ça allait passer, que en fait je devais ça parce que je manquais de force. J'estimais que j'avais pas le droit d'être comme ça. À un moment, j'étais tellement désespéré que je me disais que j'étais arrivé à la fin de ma vie alors que j'étais à la quarantaine, que la vie n'avait plus rien à apporter, que j'avais tout échoué dans ma vie. Donc pour en sortir, comme je vous l'ai dit, mon maître mot, ça c'est à moi que ça correspond, c'est la capitulation. C'est-à-dire d'une part sortir de ce déni et accepter qu'il y a un problème et y faire face. Accepter que j'avais des émotions et que je ressentais des choses et que ça c'était une vérité. Ne plus dire je ressens quelque chose mais en fait c'est pas grave ou ça ne correspond pas à une réalité. Non, mon émotion, mon corps me disait quelque chose et j'acceptais enfin d'écouter ce signal. Et pour faire ça, il a fallu que je sorte du jugement de moi-même par le regard des autres et que j'accepte de me regarder moi-même et de plus passer par le regard de l'autre pour savoir ce que je sentais. J'ai dû sortir de ce que j'appelle la folie, c'est-à-dire d'essayer toujours les mêmes solutions en espérant un résultat différent, en me disant je vais travailler plus, je vais m'investir plus et ça va aller mieux. À chaque fois que je faisais ça, je ne faisais que m'enfoncer dans un cercle vicieux. Petit à petit, il a fallu que je prenne conscience des mécanismes et je me suis mis à essayer des nouvelles solutions. C'était ça, sortir de la folie. Ces nouvelles solutions, ça a été les groupes de parole, ça a été la plongée, ça a été me remettre au sport. Et puis petit à petit, j'ai surtout eu besoin de me remettre dans l'action. Au début, c'était une action à faire par jour, puis 2, puis 3. Ça a été une chose qui me fait plaisir, une chose que je dois faire et une chose pour prendre soin de moi. Pendant une période de ma vie, à partir du moment où j'avais fait uniquement ces 3 choses dans ma journée, je l'estimais comme rempli et accompli. Ça m'a permis de regagner confiance en moi, de regagner de l'estime de moi et de pouvoir avancer. Petit à petit, je me suis à nouveau ancré dans le temps présent. J'ai arrêté d'avoir de la pression liée à l'avenir. Pour ceux qui connaissent les accords Toltec, le fait de toujours devoir faire de mon mieux me suffisait comme échelle de valeur sur mon travail. Et puis surtout, il a fallu que j'accepte que je ne maîtrise pas tout.
ça a été difficile d'arrêter de penser que j'avais de l'influence et de la maîtrise sur tout mon environnement, qu'il soit professionnel ou personnel. J'ai pu agir sur des choses, mais il y a énormément de choses dans la vie sur lesquelles je ne peux pas agir. Et si on parle du travail et du burn-out, en particulier les collègues, l'environnement et les clients également. Voilà, tout ça sont des choses sur lesquelles on ne peut pas forcément agir directement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Samuel. Merci Samuel. Puis on aura du temps à la fin, hein, Steve, pour les questions. Je vais essayer donc de ne pas prendre tout le temps nécessaire, mais je pense qu'on peut rester un petit peu après l'heure pour les questions, n'est-ce pas? Ou pas? Bon, on verra. Alors, Donc, oui. vous avez vu, donc, oui, vas-y. Je regarde les questions. Non, non, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de questions, mais je regarde. Ouais, ben, si je peux dire, là, je vais essayer de couvrir le reste des petits conseils pour prendre soin de vos 4 batteries et garder du temps à la fin pour les questions. Donc, merci Samuel, vous avez vu dans son témoignage, ça relate un peu, c'est en lien avec ce que j'ai partagé, hein, les signes et symptômes, le processus graduel qui nous amène à l'épuisement, à la perte de sens et tout ça. Donc, c'est multidimensionnel, il y a plusieurs symptômes. Il y a des moyens de reprendre le dessus, de prendre la hauteur, prendre du recul, être plus présent, reconnecter à ce qui nous nourrit, un pas à la fois, c'est ça qui compte. Donc là, je vais vous partager des conseils sur les 4 dimensions, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. D'abord du point de vue individuel et ensuite, je vais prendre un petit moment pour partager un peu des conseils sur ce que vous pourriez faire collectivement parce que comme je l'ai mentionné, beaucoup de nos comportements, c'est pas juste nos habitudes à nous, elles sont ancrées dans des normes et des pratiques collectives. Donc, tant qu'on ne changera pas, on ne travaillera pas ensemble à faire évoluer ces pratiques et ces normes-là, on va constamment aller à contre-courant et ça va être très difficile de faire la bonne chose pour soi et pour les autres. Donc, si on regarde la santé et l'énergie physique, bon, évidemment, on parle du corps principalement. Bien évidemment, il faut prendre soin de votre corps. L'énergie, elle est dans le corps, c'est les cellules qui la produisent. Donc, il faut donner à son corps ce dont il a besoin. Et donc, moi, je vous dirais, nourrissez vos cellules. Donc, ça prend des nutriments. Donc, la nourriture, elle doit être riche en nutriments. Ça prend du mouvement. Et oui, nos cellules ont besoin de mouvement pour être en vie, pour être saines. Ça prend du sommeil et de l'oxygène. Et j'ajouterais à ça peut-être du soleil pour la vitamine D. Bref, il faut aller dehors aussi. Réduire aussi la pollution interne. Donc, si on le donne aux cellules ce qu'elles ont besoin, bien, il faut évidemment éviter de leur donner ce qui vont leur nuire. Et donc, ça, c'est multidimensionnel, mais j'inclurais là-dedans tout ce qui est stress constant est une forme de pollution dans le corps. Ça crée de l'inflammation chronique qui empêche notre corps de fonctionner bien. Donc, il faut s'apprendre à gérer son stress. Donc, voici 2 aspects sur lesquels vous pouvez travailler par rapport à ça. Rythmez votre journée, d'abord. Et je vais revenir là-dessus à la prochaine slide sur comment on arrive à se créer des pauses régulières, à travailler fort, prendre du recul, se reposer, changer les modes, donc travailler intense, focus, mais aussi relâcher après 1 heure et demie de travail intense pour faire des choses moins demandantes, faire un travail plus physique, après ça plus mental. Donc, on alterne les modes pour pouvoir utiliser nos différentes batteries à différents moments, pour ne pas avoir des demandes constamment sur la même batterie, juste mentale ou juste physique, etc. Et évidemment, quand vous faites des pauses entre deux, ces pauses reset, c'est des pauses pour calmer votre système nerveux. Si vous avez été dans une conversation intense ou un travail intense mentalement, il faut être capable de sortir de sa tête, sortir du mode d'activation du mode survie, revenir dans son corps. Donc, quand on revient, on habite son corps, on est nécessairement dans le moment présent, comme le disait Samuel. Et dans le moment présent, on n'est pas en passé, on est dans le futur, on est dans notre corps, on est capable de calmer notre système nerveux. Et vous pouvez aussi pratiquer la cohérence cardiaque, donc c'est une façon de respirer qui calme le système nerveux. Pas le temps aujourd'hui de vous l'enseigner, mais vous pouvez faire des recherches là-dessus. Et donc tout ça pour dire que sur cet aspect-là, l'énergie physique, le mindset que vous devez adopter, c'est que la récupération, le repos, c'est 50% de la performance. Un athlète de haut niveau passe presque autant de temps à se reposer, récupérer, à s'entraîner. C'est la même chose pour tout ce que vous faites. Si vous voulez être bon, être présent, être à fond dans ce que vous faites, être la meilleure personne que vous pouvez pour vos familles, il faut des temps de récupération, des temps de repos. Donc, une façon de visualiser ça, c'est les 4 cadrans, l'énergie qui vient de Tony Schwartz, américain. 4 dimensions, donc on voit de gauche à droite, ce sont les émotions plutôt négatives ou positives, et de haut en bas, c'est le niveau d'énergie.
Donc, ce qu'on veut en général, c'est être dans les cadrans à droite. Donc, pour entretenir des émotions davantage positives, il faut alterner entre le cadran de performance en haut, où on mobilise l'énergie dans l'action, et le cadran qui est en bas à droite, où là, on va être dans le renouvellement. Donc, c'est différentes formes d'action qui amènent des émotions qui sont différentes, mais qui sont toujours positives. Donc, plus engagé, plus optimisme dans le haut, peut-être plus relax, plus décontracté dans le bas. Mais on reste dans le positif. L'enjeu qu'on a, c'est que si on est toujours beaucoup d'énergie dans le haut, dans la performance, 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 on va tomber à gauche, en haut à gauche dans la survie, où là, on va voir que nos émotions commencent à tomber plus en négatif. On a du mal à entretenir justement nos autres batteries parce qu'on est trop stimulé mentalement ou physiquement. Et donc, on commence à soit être dans l'aspect plus combatif, donc irritable, frustré, fâché, ou plus défensif, donc on est plus anxieux et inquiet. Et si on reste trop longtemps dans le mode survie sans aller au renouvellement, on va tomber dans le burn-out. Donc, non seulement les émotions ne sont pas bonnes, mais l'énergie n'y est plus non plus. Donc, ça, c'est une façon juste pour vous rappeler d'alterner entre les modes de fonctionnement pour vous autoriser des moments où vous êtes actif, mais de façon plus passive, si on peut dire, en bas à droite. Dans la partie émotionnelle, Samuel en a parlé, je pense que dans les symptômes, on le voit, il y a une grande partie qui est émotionnelle, c'est dans le ressenti, on se sent de pression, on ne se sent pas apprécié, on sent qu'il y a toujours plus à faire. Donc, on vit plein d'émotions et c'est vraiment, pour moi, la dimension la plus importante pour bien gérer son énergie, mais aussi pouvoir s'autoriser à faire les choses pour soi. Donc, la première chose, si vous n'êtes pas à l'écoute de vos émotions, vous êtes dans le déni, c'est d'apprendre à les traiter, ces émotions-là, les observer, les écouter et les laisser passer. Donc, les émotions, en fait, c'est de l'énergie. L'énergie, on sait émotion en anglais, c'est energy in motion. Donc, c'est de l'énergie en mouvement. Elles arrivent, on ne peut pas s'en contrôler quand elles arrivent, mais il faut les laisser bouger. Il faut qu'elles circulent, ces émotions-là. C'est de l'énergie. Et donc, bouger va vous aider souvent à évacuer. Donc, c'est non seulement bon pour le corps, mais ça aide à faire bouger les émotions. Mais c'est les exprimer, c'est ne pas les refouler et c'est surtout pas non plus d'aller dans l'excès inverse qui est de ruminer, donc les entretenir et les amplifier, surtout si elles sont négatives. Donc, traiter ces émotions, libérer l'énergie associée à cette émotion-là. Vous avez un gros coup de stress, allez bouger, libérer cette énergie-là. Et si vous voulez entretenir davantage d'émotions positives, ben, vous pouvez vous concentrer davantage sur entretenir des relations authentiques. Quand on pratique la présence et l'écoute empathique à l'autre, on n'a pas le choix d'être dans notre corps et plus relax. La personne devant nous va le sentir aussi, va se sentir mieux et ça sera un échange bénéfique dans les deux sens. Et c'est aussi dans des relations plus authentiques où on peut être à l'écoute de soi aussi, qu'on va être capable de respecter nos limites, de les communiquer, de respecter notre capacité du moment. Sinon, on se retrouve toujours à entretenir un peu le mindset que je mets à droite, qu'on a l'impression que pour aider et pour servir les autres, il faut prendre sur soi, il faut toujours se sacrifier. Au contraire, aider, servir, ça ne veut pas dire de prendre sur soi, ça veut dire d'abord prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Je vais revenir là-dessus plus tard, mais si on veut aider les autres, il faut d'abord entretenir sa propre énergie parce que notre état émotionnel a une influence sur les autres. Si on prend soin de soi, on est dans les bonnes énergies, on aide les autres aussi. La partie santé, énergie mentale, ben ça, on voit, on est constamment préoccupé, on a du mal à se concentrer. Donc, la première chose que je dirais, c'est au milieu, maîtriser votre attention. Donc, êtes-vous capable de déterminer vraiment c'est quoi vos intentions, qu'est-ce qui est important pour vous, et prioriser vraiment, ça veut dire ça, c'est-à-dire vous choisissez ce sur quoi vous allez vous concentrer, ce qui est vraiment important, et vous dirigez votre attention dessus. C'est une chose de dire que c'est important, puis mettre l'attention ailleurs. Il faut d'abord canaliser son attention. Mais il faut aussi apprendre à lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle. Donc, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Ça ne sert à rien de perdre du temps à y réfléchir et à ruminer et à se plaindre. On peut le faire temporairement pour évacuer l'émotion qui est là, mais il faut surtout rediriger l'attention sur ce qu'on peut faire dans le moment, un petit pas à la fois, sur ce qui est sous notre contrôle. Si vous respectez, si vous travaillez en alternance de mode, comme je disais, pour l'aspect gestion d'énergie, vous allez voir aussi que vous avez des cycles d'énergie. Donc, si vous apprenez à respecter vos cycles, que ce soit le cycle circadien, donc vous avez votre énergie varie au cours de la journée, et essayez d'aligner ce que vous faites en fonction de vos moments où vous avez plus d'énergie et de concentration, par exemple. Dans ces moments-là, vous allez voir que les heures, comme je disais, c'est comme si
les différents moments de la journée n'ont pas la même valeur en termes d'énergie ou de concentration ou de capacité. Donc, plus vous alignez ce que vous faites avec votre cycle d'énergie, plus ces heures-là auront de la valeur, plus vous allez être plus productif finalement pour le temps passé. Et donc, remettre en question aussi, c'est l'idée que être productif, c'est être occupé. On est occupé, on est productif, pas nécessairement. Au contraire, on peut travailler par moment juste 5-6 heures intenses dans une journée et c'est suffisant pour produire parfois ce que certains vont produire sur 3 jours. Donc, c'est vraiment une question de avez-vous votre attention est bien dirigée, vous avez l'énergie, vous êtes clair sur ce que vous avez à faire et vous vous mettez au travail et vous alternez, vous incluez les repos à travers tout ça. L'aspect spirituel, là, on revient à ce qui, dans l'histoire de Samuel d'ailleurs, qui m'a marqué, c'est que c'est commencer à faire une chose qui lui plaît, des petites choses qui lui nourrissaient petit à petit. Mais c'est là où ça commence, en fait. Si vous voulez vous sentir mieux, c'est de vous assurer que dans votre quotidien, dans vos semaines, vous prenez du temps, vous faites de la place pour les choses qui vous inspirent, qui vous mettent dans la joie, qui nourrissent cette dimension émotionnelle. Et ces choses-là, je l'ai mis dans la dimension spirituelle, elles viennent de ce qui vous inspire, ce qui vient de plus profond de vous, c'est vos valeurs, c'est des choses qui vous animent naturellement. Donc, il faut les identifier et se faire de la place pour ça. Donc, suivez votre cœur. Équilibrez vos perceptions aussi. On est souvent dans l'idée que parce que j'ai choisi ça ou parce que j'aime un truc, il n'y a que des bénéfices et s'il y a des inconvénients, c'est la fin du monde. Mais dans tout ce qu'on fait, il y a un prêt payé. Il y a autant de bénéfices et d'inconvénients dans tout ce qu'on fait. Donc, quand on accepte le prêt payé, on le vit mieux. On n'est plus en résistance contre ce qui est, on l'accepte et on fait des choix plus éclairés. Et donc, si vous aimez votre travail, oui, il y a de la pression, oui, il y a des contraintes administratives, oui, il y a des conflits des fois au travail. Bon, c'est un peu l'inconvénient pour faire des choses que vous aimez. Donc, concentrez-vous finalement sur les bénéfices, les raisons pour lesquelles vous le faites, le vrai pourquoi derrière ça et acceptez qu'il y a des inconvénients qui viennent avec. Et tant que vous êtes aligné sur ce que vous faites et que vous êtes capable de connecter à un pourquoi plus grand, le prêt payé, il va être plus facile à accepter. Et enfin, reprenez votre pouvoir. Là, je fais le lien avec ce qu'on voyait en dessous de l'iceberg. C'est tous les il faut et les je dois qui dirigent notre vie. Il faut se rendre compte qu'on a toujours le choix. Donc, si vous voyez qu'il y a un il faut et je dois qui vous occupe, il faut que j'aille au travail, il faut que je fasse ça, je dois faire ci, posez-vous la question, qui a décidé que c'était le cas? Est-ce que je choisis de le faire quand même? Pourquoi? Reconnaissez-vous la raison pour laquelle vous avez choisi quand même de faire ce il faut? Et comme ça, vous libérez un peu cette pression que vous imposez. Ça devient un choix, c'est plus aligné, l'énergie va être plus fluide et ça va couler finalement. Et se rappeler que finalement, oser est souvent moins confortable que de subir. Donc, parfois, on n'ose pas faire le changement qu'il nous faut. On n'ose pas dire non, on n'ose pas mettre une limite par peur de, mais on se rend compte finalement, une fois qu'on le fait, que c'était bien pire de ne pas le faire que de le faire. Donc, juste vous rappeler, il faut faire des expériences, il faut tenter le coup. Alors, juste pour résumer, au niveau individuel, entretenir vos 4 batteries. La première, au niveau physique, c'est davantage le repos, l'intégrer, le rythmer dans la journée. Au niveau des émotions, c'est entretenir des liens authentiques à soi et avec les autres. Au niveau mental, c'est davantage de clarté, donc être clair sur ce qui est important, sur quoi on veut se concentrer à chaque moment. Et enfin, l'alignement, c'est de trouver des choses qui font du sens, qui nous mettent dans la joie, de s'aligner, se reconnecter son pourquoi. Et là, il y en a qui vont se demander, mais la résilience dans tout ça, on parle d'énergie, on parle de stress chronique, tout ça. J'aime bien cette définition-là qui vient du HeartMath Institute. C'est que si la forme physique est définie comme la vitesse de récupération physique, la résilience, c'est la vitesse de récupération émotionnelle. Donc vraiment la résilience, surtout en milieu de travail dans nos vies, c'est vraiment une question souvent émotionnelle, c'est notre capacité à récupérer, à traiter ces émotions-là et à se recentrer sur du positif. Alors, pour terminer, parce que je vois qu'il est l'heure, Steve, je vais juste toucher à la partie collective. Donc, évidemment, on ne fait pas tout seul. Donc, dans vos organisations, moi, j'ai identifié avec tout mon travail que j'ai fait dans les organisations en accompagnement du changement principalement, mais aussi avec des ateliers bien-être, c'est qu'il y a 2 leviers principaux. Le premier, c'est briser l'isolement, donc créer des cercles de pairs pour créer du lien, mais aussi du sens. Parce qu'entre vous, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul, vous allez trouver des solutions, vous allez être capable de vous orienter dans ce chaos et l'incertitude ambiante. Et dans votre démarche de QVCT, donc de qualité de vie au travail,
vous pouvez inclure une démarche collective où vous allez faire évoluer vos pratiques, vos normes et vos mindsets. Donc, c'est souvent inspiré des pratiques d'intelligence collective où ensemble, vous allez pouvoir observer comment vous fonctionnez, les remettre en question et faire des expériences sur comment vous pourriez fonctionner autrement. Et ça, c'est dans le but d'aller éliminer le burn-out à la source. Parce que c'est souvent dans nos façons de faire collectives qu'on a des façons contre-productives, drainantes, qui ne sont pas saines ou naturelles, qui font qu'on se brûle. Et petit mot de la fin, moi je dirais non seulement faire travailler là-dessus, mais si vous pouvez vous concentrer votre attention sur ce que vous voulez créer plutôt que combattre le burn-out. Le burn-out est un problème, c'est vrai. Mais si on veut l'éviter, si on veut le réduire, il faut aller créer ce qu'on veut. Donc, c'est un environnement de travail où on se sent bien, mais c'est à la fois finalement se créer des conditions de, mais ça ressemblerait à quoi finalement si on était dans un environnement qui était bon pour tous. Donc, la prévention du burn-out, c'est à la fois une approche personnelle, donc individuelle, donc prendre soin de soi, de sa santé physique, son hygiène de vie si on veut, gérer ses émotions, gérer son stress, mais c'est aussi une question de pratique collective qui favorise la sécurité psychologique, l'autonomie et le sens du travail. Bref, ensemble, on est plus fort. Donc, plus vous allez être nombreux à vous préoccuper de créer un environnement positif, mieux ça va aller. Et parce que individuellement, vous ne pouvez pas aller très loin. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, mais si vous êtes dans un environnement qui est drainant, qui est négatif, qui n'est pas sain, vous ne pourrez pas aller très loin tout seul. Donc, collectivement, vous allez être plus fort. Et je dirais même que individuellement, quand vous prenez soin de votre énergie, quand vous prenez soin de vous, vous vous sentez mieux, ben, vous avez un effet positif sur les autres. Donc, en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. Et si en plus, vous êtes présent, vous êtes à l'écoute, vous prenez soin des autres, vous allez vous faire du bien aussi parce que vous allez contribuer à créer un environnement qui est plus favorable. Voilà, j'ai terminé, Steve. J'ai dépassé un petit peu l'heure. On peut prendre des questions s'il y a du temps. Merci. Alors, il n'y a pas de questions, donc on va imaginer que tout était très clair. Mais j'ai l'impression que tout a été plutôt très clair. Merci beaucoup à Samuel pour son témoignage. Merci à toi, Chantal, pour cette grosse heure passée. C'était passionnant. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre accompagné, je vous invite à revenir vers nous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'expérience de Samuel et notamment la manière dont il accompagne aujourd'hui les gens en difficulté, pareil, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit via Livestorm, parce que vous tomberez sur mon mail, steve.martin@harmony-mutuel.fr, soit vous pourrez revenir vers nos collègues de la prévention. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous dis à bientôt sur d'autres webinaires. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci à tous.